Après une petite mise en bouche consacrée à l'histoire de CD Projekt, à leur rencontre avec Sapkowski, un petit point lore pour voilà commencer à tâtonner un petit peu dans cet univers. On a notamment vu ce que c'est un sorceleur, quel est cet événement extraordinaire qui a été la conjonction des sphères, quelques personnages principaux, les différentes écoles de sorceleurs. Également, on a fait un petit point sur les notions de bien et de mal. C'est quand même très très important, toutes ces notions morales dans le jeu. On a pu parcourir un petit peu une partie de l'histoire de la philosophie de manière relativement succincte. Et on a même abordé le concept d'immersion fictionnelle. Il est temps de plonger vraiment nos mains dans la cambouis médiévale, fantasy médiéval avec le tout premier The Witcher, dont l'histoire, je vous le rappelle, fait directement suite à celle des livres. Donc, est-ce que les premières aventures de Geralt dans le monde des jeux vidéo valent-elles encore le coup? Est-ce que ça a bien vieilli? Quelles sont ses forces? C'est parti. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire tous les livres The Witcher, ou Sorceleur chez nous, voici un petit résumé qui devrait vous aider à vous sentir un peu moins perdu lorsque vous lancerez le jeu. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout spoiler pour vous laisser quand même le plaisir de la découverte. Il y a néanmoins quelques grands événements qui seront partagés ici. Vous êtes prévenus, spoiler alerte. La saga The Witcher, écrite, je vous le rappelle, par Andrzej Sapkowski, commence avec Le Dernier Vieux, un recueil de nouvelles qui introduit Geralt de Rive, un sorceleur parcourant un monde peuplé de créatures surnaturelles et de conflits moraux. Dans la première nouvelle, le vœu Geralt sauve Yennefer de Wengerberg, une puissante sorcière, mais il est contraint de faire un vœu qui liera leur destin de manière complexe. S'il n'y a qu'une seule nouvelle à retenir de ce premier recueil, c'est clairement celle qui raconte justement ce dernier vœu. Dans cette nouvelle, Geralt rencontre donc Yennefer pour la première fois. Après que son ami Jaskier libère accidentellement un djinn et soit gravement blessé, Geralt cherche l'aide de Yennefer pour le sauver. Cependant, elle voit dans le djinn une opportunité d'accroître son pouvoir et manipule Geralt pour capturer la créature. Les choses dérapent et Geralt, réalisant qu'il peut arrêter le djinn grâce à un dernier vœu, en formule un qui lie son destin à celui de Yennefer. Ce vœu mystérieux scelle leur relation, mais laisse planer un doute. Leurs sentiments sont-ils réels ou le résultat de la magie? Ce lien, à la fois une bénédiction et une malédiction, devient un pilier central de leur relation tumultueuse tout au long de la saga. Il y a bien une seconde nouvelle qu'il faudrait retenir aussi, je pense, surtout que l'une des nouvelles les plus importantes du prochain recueil y est liée. C'est celle qui introduit la notion d'enfant surprise. Donc un enfant surprise, c'est une figure centrale dans l'univers de The Witcher, liée à une ancienne loi appelée la loi de la surprise. Cette loi est invoquée lorsqu'une personne sauve la vie d'une autre et, en guise de récompense, demande quelque chose que le sauvé ne possède pas encore ou ignore avoir. Cela peut être une moisson abondante, un bien inattendu de différentes sortes, mais le plus souvent, en tout cas c'est comme ça que c'est mis en avant, c'est un enfant à naître, découvert à son retour à la maison. L'enfant surprise devient alors lié par le destin à celui qui a invoqué la loi. Dans le cas de Geralt, il invoque la loi de la surprise après avoir sauvé le mari de la princesse Pavetta, fille de la reine Calante, sans savoir justement que Pavetta était enceinte. Cet enfant se révèle être Ciri, qui devient dès lors liée à Geralt par le destin. Et Ciri, vous le savez, elle va vraiment prendre son importance. La loi de la surprise joue un rôle central dans la création des nouveaux sorceleurs d'ailleurs. Cette coutume ancienne et mystérieuse stipule qu'une personne sauvée par une autre doit offrir en récompense quelque chose qu'elle possède mais ne connaît pas encore. Et comme je vous le disais, c'est souvent un enfant et puis les sorceleurs, ils en profitent. Bon. Dans le cas de Ciri, c'est pas vraiment mis en avant que c'est ce que voulait Geralt, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est goupillé. Le recueil suivant, L'épée de la destinée, poursuit les aventures de Geralt. Le pèlerinage révèle l'importance de Ciri, la fille adoptive de Geralt, tandis que Un grain de vérité raconte la rencontre entre Geralt et Nivellen, un homme maudit. Ces histoires approfondissent la dynamique entre Geralt et Yennefer,
tout en montrant les tensions politiques croissantes et le potentiel de conflits futurs. La nouvelle la plus importante à retenir de ce recueil selon moi est quelque chose en plus. Elle introduit et développe le thème central du destin, notamment la relation entre Geralt et Ciri. Dans cette nouvelle, Geralt rencontre Ciri pour la première fois, étant grande quoi. À Brokilon, la forêt d'Edriad, Ciri est présentée comme l'enfant surprise lié à Geralt par la loi de la surprise, comme je vous en ai parlé lorsqu'il a aidé la reine Calante. Et bien que Geralt tente initialement de fuir cette responsabilité, il finit par accepter que son destin est lié à celui de Ciri. Cet événement, encore une fois, marque un tournant majeur, car Ciri deviendra un personnage central de la saga et une figure clé du destin de Geralt. On commence à comprendre que Geralt, Yennefer et Ciri sont vraiment intriqués, liés entre eux, volontairement ou involontairement, et c'est tout ça que finalement la saga, entre autres, va développer. Et qui est très touchant, soit dit en passant, je trouve que c'est vraiment une des choses les plus intéressantes à suivre. Le premier roman de la saga, Le sang des elfes, amorce quant à lui l'arc narratif centré sur Ciri. Après avoir été sauvée par Geralt, elle est amenée à Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, où elle reçoit une formation pour contrôler ses capacités uniques. Pendant ce temps, les forces politiques, notamment les Nilfgaardiens et les Redaniens, cherchent à s'emparer de Ciri pour ses pouvoirs, posant des questions sur l'identité et l'héritage qui seront cruciales dans l'évolution de l'histoire. Dans le temps du mépris, les tensions entre les différentes factions atteignent un point critique. Ciri est en danger après l'attaque de Kaer Morhen par des assassins et Geralt et Yennefer s'efforcent de la protéger. Ce roman illustre la montée des conflits, encore une fois, entre les humains et les non-humains, plaçant Geralt dans une position délicate où il doit naviguer entre loyauté et devoir, tout en faisant face aux conséquences de ses choix, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Le baptême du feu suit Geralt alors qu'il entreprend un voyage pour retrouver Ciri, qui est maintenant en fuite. Il est accompagné d'une troupe de compagnons, dont le barde d'Andelion, donc Jasquier, et le mercenaire Zoltan Chivet. Le récit met en lumière les sacrifices qu'il est prêt à faire pour sauver Ciri, tandis que la guerre éclate autour de lui, exacerbée par l'arrivée de forces antagonistes qui menacent de détruire tout ce qu'il cherchait. Donc vous comprenez bien, il y a toujours un petit peu des histoires personnelles à petite échelle, mais voilà, les livres, l'auteur vont toujours plus loin en parlant de tout ce qu'il y a autour, tout le contexte politique, social, voire même économique dans certains cas. Et dans la tour de l'Hirondelle, on continue. Geralt continue sa quête pour retrouver Ciri, désormais au cœur des machinations politiques. Ce roman explore les répercussions de la guerre et comment elles affectent les personnages principaux. Les histoires se croisent et se recoupent, tissant un réseau complexe de loyauté et de trahison. Et bien évidemment, vous vous rendez compte que l'individu, entre guillemets, les petits événements individuels, personnels, voilà, on parle quand même de Geralt, Ciri, Yennefer, etc. Ils vont toujours avoir plus d'impact, ces gens-là, dans la politique collective, dans ce qui se passe au niveau plus grand. Et voilà, ça se fait évidemment petit à petit. Enfin, la Dame du Lac conclut la saga avec des révélations sur le destin de Geralt et Ciri. Alors que les guerres font rage, le destin de Ciri s'illumine à travers des visions prophétiques et Geralt doit faire face à son propre héritage et à la réalité de son existence en tant que sorceleur. Le récit aborde des thèmes tels que le sacrifice, le destin et la recherche de la paix dans un monde toujours dévasté par la guerre. La relation, d'ailleurs, entre la fin du 5e livre de la saga La Dame du Lac et le début du premier jeu The Witcher est relativement riche en narration et significative. Parce qu'à la fin de La Dame du Lac, les destins de Geralt et de Ciri restent flous. Ciri, après avoir voyagé à travers différents mondes, disparaît, tandis que Geralt se retrouve dans une situation instable, confronté à la guerre et aux tensions politiques croissantes. Les derniers événements du livre laissent entrevoir une quête de réconciliation et de recherche de sens dans un monde tumultueux, mais sans réellement offrir de résolution définitive pour les personnages. C'est une conclusion plutôt ouverte, parfaite d'ailleurs pour relancer de nouvelles intrigues, ce que fait le premier jeu. Et dans le premier jeu, Geralt émerge amnésique, ayant survécu à de graves blessures. Il ne se souvient ni de son passé, ni de ses liens avec Ciri et Yennefer, et ça prolonge ainsi l'ambiguïté laissée à la fin du 5e livre, où le lecteur, la lectrice ne sont pas sûrs de ce qui est réellement arrivé à Geralt. On incarne donc
Évidemment, Gérald qui doit redécouvrir son identité tout en se réintégrant dans un monde dévasté par la guerre et la magie. Cette quête de soi résonne profondément, j'ai envie de dire, avec le parcours de Ciri dans les livres, où elle cherche également à comprendre son pouvoir et son héritage, et c'est bien pratique, mais on y reviendra, et on y reviendra d'autant plus que ça, le fait d'avoir réutilisé Gérald dans leur jeu, ça n'a pas forcément plu à l'auteur, et ça a été un véritable point de désaccord, mais ce sera pour un peu plus tard. De plus, le contexte politique et social instable établi dans les livres est omniprésent dans le jeu. Alors, je dis ça, mais si vous jouez au 2, moi j'ai l'impression que le 2 va quand même plus loin à ce niveau-là. Mais oui, évidemment, il y a des traces des livres dans ce premier jeu. Les tensions entre humains et non-humains, là encore une fois, qui seront encore plus développées dans le deuxième. La menace grandissante de l'Empire de Nilfgaard. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui relient les événements des livres aux intrigues du jeu. Sans oublier la chasse sauvage et les prophéties de fin du monde en arrière-plan, même si la chasse reste relativement discrète dans ce premier jeu. Ces conflits façonnent donc les choix de Gérald qui navigue à travers un monde où les conséquences des actions passées sont encore palpables. Passons maintenant au jeu, enfin pas exactement, vous allez voir, il y a quelques préliminaires avant que l'on parle réellement du jeu. Déjà pendant longtemps, pendant que je découvrais le jeu en fait, j'ai cru qu'il n'existait que la version Vanilla, donc sortie initialement, ainsi que l'Enhanced Edition à laquelle je joue. En réalité, il y en avait une troisième, souvent confondue avec l'Enhanced Edition, et c'est la version Director's Cut. Alors, la Director's Cut de The Witcher et l'Enhanced Edition désignent, en fait, plus ou moins, deux mises à jour significatives du jeu original, mais elles ne sont pas identiques. La Director's Cut, sortie en 2008, était principalement destinée à la version PC et a introduit des améliorations majeures, notamment une interface utilisateur repensée, des graphismes améliorés et la résolution de divers bugs. Cette version a également inclus des éléments narratifs et des quêtes supplémentaires pour enrichir l'expérience de jeu. D'autre part, l'Enhanced Edition, lancée en 2009, englobe toutes les améliorations apportées par la Director's Cut et y ajoute encore plus de contenu comme de nouvelles quêtes, dialogues et voix. Elle est également marquée par une optimisation des performances et un remaniement des éléments de gameplay pour rendre le jeu plus accessible et agréable. En résumé, bien que la Director's Cut ait posé les bases pour des améliorations cruciales, voilà, l'Enhanced Edition est la version la plus complète et pour ainsi dire raffinée qui intègre tous les changements tout en ajoutant du nouveau contenu. C'est celle que je vous recommande bien évidemment pour découvrir le jeu ou redécouvrir le jeu. Ma première bonne surprise, en lançant l'Enhanced Edition sur Steam, c'est qu'il y a eu une mise à jour récente en novembre 2023 pour le premier et même le deuxième opus, rendant le jeu compatible avec les puces Apple Silicon. Ça implique que la nouvelle configuration minimale requise pour macOS est désormais macOS 11.0. Bon, personnellement, je m'en tape totalement, car j'aurai sûrement jamais de Mac de ma vie, mais il est bon de constater que CD Projekt fait l'effort encore de faire des petites mises à jour par-ci par-là, ayant plus de 10 ans. Évidemment, c'est pas des mises à jour qui affectent le jeu lui-même, mais sa disponibilité, son accessibilité, donc ça c'est plutôt bienvenu. Ma deuxième bonne surprise, c'est qu'il y a 3 choix quand tu lances le jeu. Lancer le jeu, évidemment, ouvrir l'éditeur d'aventure, ou lire une bande dessinée. Oui, en plus moi j'aime bien la lecture, j'ai évidemment commencé par la BD. Elle est présentée sous une forme interactive et permet aux joueurs d'explorer des événements clés avant le début de l'intrigue principale à travers un récit visuel accompagné d'animations subtiles et d'effets sonores franchement immersifs. Le contenu se concentre sur le retour de Gérald de Rive, le protagoniste principal, et sur des aspects essentiels de son passé ainsi que celui des sorceleurs. Elle met en lumière les tensions politiques entre les royaumes, les conflits avec les non-humains et la montée de factions dangereuses comme la Salamandre, ennemi central du premier jeu. Bien que la lecture de cette bande dessinée ne soit pas indispensable avant de commencer le jeu, elle permet de quand même mieux comprendre le contexte et les motivations des personnages, et d'ailleurs elle a sûrement été rajoutée avec cette Enhanced Edition. J'en suis pas sûr pour ça, mais je pense pas que c'était avec la vanille.
Elle ne se contente donc pas d'offrir une simple narration, mais intègre des petits éléments interactifs qui plongent le joueur dans une expérience, je vous le disais, assez immersive, parce que vous allez voir, avec votre petite souris, vous allez pouvoir interagir un petit peu, d'autant que chaque page est agrémentée d'animations, de sons et de petites interactions, comme vous le disiez. Donc ça fonctionne plutôt bien. En somme, cette BD digitale est une introduction viable à l'univers du premier jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, et c'est le cas pour beaucoup, et bien qu'elle ne soit pas essentielle, elle permet d'appréhender un peu mieux l'intrigue, et même Gérald en soi, et son boulot de sorceleur. Donc ça vient enrichir toute l'expérience, et ça on prend, c'est toujours bon. Et si ce n'est pas indispensable de l'avoir lu, ça témoigne néanmoins du fait que le roi Foltest, que l'on retrouva dans le premier jeu et au début du deuxième, respecte Gérald et lui doit beaucoup. À la fin du prologue, si Gérald est envoyé à Vizima, c'est justement parce que le roi Foltest a une dette envers lui. On retrouve cette mission dans la cinématique de départ du premier jeu, bien que dans la BD, ça soit nettement plus détaillé. Cependant, il vous faudra maîtriser l'anglais. Voilà, désolé pour ceux qui touchent pas une bille, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de version française, purement française, de cette BD, mais bon, c'est jouable, tu vois ce que je veux dire. Et après avoir lu la BD, allez, ça prend une dizaine de minutes, enfin je lance le jeu. Non, c'est pas vrai en fait, pas encore. J'ai quand même jeté un coup d'œil à l'éditeur que propose cette version, mais honnêtement, j'y capte rien, je suis pas prêt à fournir l'effort nécessaire pour créer une quête ou une aventure parallèle, mais il est là, et des fans ont aussi pu créer leurs propres aventures, et d'ailleurs vous allez voir que elles sont disponibles, donc faut pas hésiter à y jeter un coup d'œil, mais on va revenir après dessus. Le jeu démarre enfin on clique sur le jeu, par une magnifique cinématique où Gérald accomplit un contrat, passer une nuit avec une princesse transformée en strige, voilà, c'est explicité entre autres dans la BD, utilisant comme appât celui qui est coupable de cette transformation. La Strige est en fait la fille du roi Foltest que l'on retrouve dans le jeu, et si vous avez lu le premier livre de Sapkowski, vous aurez remarqué qu'il s'agit de la toute première nouvelle du recueil qui se déroule sous nos yeux. En tout cas, ça a l'air d'être ça. Cette cinématique donne le ton en termes d'immersion et de narration, et permet d'introduire le système de potions, de combat à l'épée et même de magie. En une cinématique, on est déjà plongé dans l'univers avec un avant-goût de ce que le jeu va offrir. Il ne faut pas non plus négliger le fait qu'elle présente Gérald, sa badassitude et sa puissance, ce qui est primordial et donne envie d'en savoir plus sur lui. Elle montre aussi que devenir un sorceleur, c'est pas seulement tuer, c'est souvent plus subtil. Gérald maîtrise la strige, la fait fuir, puis se couche dans un cercueil jusqu'à la fin de la nuit, afin de lever la terrible malédiction. La musique est sublime. La cinématique conclut annonçant que Gérald a disparu après cette mission, et je cite, que ceci est une autre histoire. On arrive ensuite au menu principal qui permet de lancer une nouvelle partie, de charger une sauvegarde, d'accéder aux options ou de consulter les crédits. Comme toujours, j'aime bien faire un tour dans les options. Rien de spécial à noter ici, mais on peut tout de même souligner que le jeu propose plusieurs langues pour les sous-titres et les voix, ce qui est toujours appréciable. Certains d'ailleurs vous diront jouez-y en polonais. Voilà, alors moi j'y ai joué en VF, j'avoue, mais pourquoi pas en anglais ou en polonais. Bon. Cette fois, on lance vraiment le jeu. Mais il y a des choix à faire. Bah oui, c'est un jeu de choix, et en plus, il y a plein de choix à faire avant de lancer le jeu. Alors déjà, il faut choisir entre The Witcher et les nouvelles aventures. En gros, le mode The Witcher, c'est le jeu, c'est l'intrigue officielle, découpée en plusieurs chapitres, Si vous voulez jouer au jeu, vous lancez ça. Et il y a le mode nouvelle aventure qui, lui, propose une série de campagnes et d'aventures indépendantes créées justement par la communauté, ou même les développeurs apparemment à l'aide de l'éditeur. Ces aventures offrent des histoires alternatives et des quêtes secondaires qui n'ont pas d'impact sur la quête et l'intrigue principale, mais permettent d'explorer davantage l'univers de The Witcher. Les aventures additionnelles introduisent souvent de nouveaux personnages, lieux et défis. Ce mode, il est vraiment destiné aux joueurs et joueuses qui ont déjà fini le jeu, a priori, et qui ont vraiment kiffé et veulent encore se faire plaisir.
Mais si c'est votre première fois, bah franchement, faites déjà la campagne principale, j'entends le jeu, quoi, et vous reviendrez plus tard. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais je vous spoil déjà une partie de mon avis. Je suis certain que dans cette aventure principale, beaucoup d'entre vous, hein, oui, je vous vois là, n'iront pas jusqu'au bout. Donc, pas sûr que vous reveniez sur voilà, ces quêtes faites par l'éditeur, enfin avec l'éditeur. Ensuite, il faut choisir entre trois difficultés. Oui, facile, moyen et difficile, chacune adaptée à différents profils de joueurs et de joueuses. En mode facile, les combats sont simplifiés et l'alchimie est, disons-le, optionnelle. Tandis qu'en mode difficile, l'alchimie devient essentielle à la survie et les combats sont plus techniques. Bon, si vous n'avez pas froid aux œufs, choisissez déjà le mode normal, ça sera déjà pas trop mal. Vous allez voir que le jeu est pas si facile. En plus de la difficulté, The Witcher propose deux configurations de commandes. Un mode entièrement à la souris avec une caméra isométrique pour une vue stratégique et un mode clavier-souris pour une immersion à la troisième personne plus dynamique. Si au départ, je vous avoue que la caméra isométrique me semblait plus facile à prendre en main, j'ai tout de même fait l'effort de m'habituer à la vue à la troisième personne qui offre une meilleure immersion. Et puis dans le jeu, l'immersion c'est quand même super important. C'est clairement celle-ci que je vous recommande. Et en général, c'est aussi celle que l'on retrouve dans la plupart des vidéos sur le jeu. Donc cette vue assez rapprochée du cul de Geralt, voilà, oui, in fine, je comprends, c'est celle que je vous recommande. Mais c'est vrai que comme moi, la clavier-souris, quand même, t'as du mal, hein, t'es un joueur manette. Je trouve que la première vue isométrique est la plus facile à maîtriser. Mais ouais, franchement, lancez-vous plutôt, ou en tout cas, appréhendez plutôt la vue collée à Geralt à la troisième personne. Bon, c'est parti pour de vrai ou bien ? Bon, là, directement, pour moi, c'est quand même une petite bifle technique. Bon, pas forcément dans le bon sens, vous l'aurez compris. Quand on sort de Witcher 3 ou de n'importe quel jeu techniquement abouti en 2024, c'est clair que ça fait un petit peu mal. Déjà à l'époque, la première version avait reçu pas mal de critiques négatives d'un point de vue technique, et le jeu ne représentait pas forcément le summum de ce que pouvait offrir un jeu vidéo à ce niveau-là. Malgré pourtant les améliorations notables et bienvenues de cette Enhanced Edition, pour quelqu'un qui n'a pas d'attachement particulier avec le jeu en lui-même et qui a déjà joué au troisième opus, il y a quand même un petit temps d'adaptation pour accepter ses limites techniques. Bon, après, étant habitué et amateur de jeux techniquement dépassés, cela ne m'a pas spécialement dérangé, d'autant qu'on en reparlera, mais le jeu a vraiment une consistance, une ambiance. Pourtant, certains lieux du jeu, franchement, il faut quand même le dire, sont détaillés, les personnages principaux sont bien travaillés, la profondeur de champ est plutôt bonne. Par contre, ouais, ça c'est plus de la technique, là, c'est de la DA. Si vous aimez pas les jeux ternes, vous allez sûrement pas aimer ce premier jeu. C'est à la fois le plus cohérent, mais aussi peut-être celui qui vire le plus vers la dark fantasy par rapport aux deux autres. Voilà, il faut vraiment aimer les jeux ternes. D'autant que les environnements qu'on va traverser tout au long du jeu, ils sont pas très très variés. Bon, il y a le chapitre 4 qui est un petit peu plus dépaysant, mais bon, voilà, vous attendez pas au monde des bisounours et des licornes, quoi. Cela pourrait passer inaperçu si vous regardez des résumés de l'histoire sur YouTube, mais comme les événements de ce quatrième chapitre ne sont pas essentiels au développement de l'intrigue, j'ai remarqué qu'ils étaient souvent mis de côté. Voilà, ce quatrième chapitre, c'est une petite parenthèse j'ai envie de dire encore plus fantaisiste que le reste du jeu, puisque l'on y rencontre la Dame du Lac, qui rappelle la figure arthurienne du même nom, et l'on combat également Dagon, une référence au travail de Lovecraft. Mais ne nous égarons pas, revenons au prologue. Le prologue, qui fait en fait office de tutoriel, nous plonge 5 ans après la Grande Guerre. La Grande Guerre dans l'univers de The Witcher, si jamais, aussi appelée Seconde Guerre du Nord, est un conflit majeur entre l'Empire de Nilfgaard et les Royaumes du Nord. Globalement, vous allez voir que Nilfgaard, ils sont assez casse-couilles tout le long de la saga. Elle se termine environ 5 ans avant les événements du premier jeu The Witcher. Elle fait suite à la Première Guerre du Nord, logiquement, durant laquelle Nilfgaard avait déjà tenté de conquérir les Royaumes du Nord sans succès. Sous la direction de l'empereur Emhyr var Emreis, Nilfgaard tente à nouveau d'étendre son influence en exploitant les divisions
et les faiblesses politiques des royaumes nordiques, donc Sintra, Témaria, Redania, Kedwen et Aedirn. Le conflit est déclenché par une série d'événements, notamment l'assassinat du roi Vizimir de Redania, orchestré en partie par Nilfgaard pour semer la discorde parmi les royaumes du Nord. Émir en profite pour lancer une nouvelle invasion massive qui mène à la destruction de Sintra et à une série de batailles sanglantes. L'une des batailles décisives d'ailleurs est celle de Brenna, où les forces combinées des royaumes du Nord dirigées par des chefs militaires comme Natalis parviennent à stopper l'avancée nilfgaardienne. Cette victoire est un tournant dans la guerre, forçant Nilfgaard à battre en retraite. Le conflit se termine néanmoins par la signature du traité de Sintra, un accord fragile qui met fin aux hostilités, mais laisse quand même beaucoup de tensions entre Nilfgaard et les royaumes du Nord. Et même les royaumes du Nord, entre eux, ils ont toujours du mal à être soudés. Ce traité marque donc la fin de la guerre, mais les cicatrices laissées par les destructions et les luttes de pouvoir continuent d'influencer la politique et les événements à venir dans l'univers de Sorceleur. Nous voyons donc Geralt, au tout début de jeu, qui s'enfuit dans une forêt et s'écroule, voilà, il se pète la gueule. Des hommes le trouvent et il a beaucoup de chance, puisque ce sont ses compagnons de Kermoren, comme de par hasard. Il est ainsi ramené là-bas, reposé, soigné, nourri, mais il a perdu la mémoire. Arrêtons-nous sur ce point scénaristique que nous avons déjà évoqué, et que l'on retrouve mine de rien dans beaucoup de jeux vidéo, le héros amnésique. C'est clairement une facilité scénaristique, voire de la paresse pour certains de la part des développeurs. Néanmoins, l'univers de The Witcher étant riche et beaucoup de joueurs n'ayant pas lu les livres, c'est une pirouette finalement que je comprends et que je juge utile. Elle permet de se familiariser avec ce monde en même temps que Geralt, qui va petit à petit retrouver la mémoire, mais vous allez voir que ça reste assez flou dans le premier, ça va aller plus loin dans le deuxième jeu. Il y aurait eu d'autres solutions probablement, mais finalement, en tout cas moi, celle-ci m'a convenu et elle est exploitée de manière plutôt pertinente, et en tout cas plus pertinente que dans beaucoup d'autres jeux. Il y a donc Triss Merigold qui est également présente, et ça fait plaisir de voir un petit visage féminin au milieu de toutes ces gueules-là, Lambert, Teskel, Léo, Vézémir, voilà, des visages plus marqués, plus gris, plus testostéronés. Le repos est toutefois de courte durée. 2 jours après, ils se font attaquer par des bandits travaillant pour la Salamandre, accompagnés de mages, d'un tueur à gages et même d'un vilain épouvanteur. Nous récupérons un vieux glaive rouillé et nous nous familiarisons avec le système de combat. Alors, je vais vous citer quand ils apparaissent dans le tuto, mais on va revenir sur tous les systèmes un peu plus tard, ne vous inquiétez pas, et notamment le système de combat qui est quand même très 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 important. Heureusement, en combinant nos efforts, nous parvenons à repousser la première vague d'assaillants, mais ce n'est pas encore terminé. Le jeu nous présente alors la mini-carte qui s'avérera très utile tout au long du jeu, puisqu'elle indique où nous devons nous rendre. On continue de combattre des bandits et on apprend que le but de cette attaque est de voler les secrets des mutagènes dans des laboratoires de sorceleurs. On part en éclaireur avec Léo, qui semble clairement être le plus jeune et le moins expérimenté des sorceleurs, et je suis même pas sûr qu'il ait encore passé l'épreuve des herbes, donc l'épreuve un peu finale qui va les faire devenir sorceleurs, qui seulement 30% environ des jeunes survivent. Et à ce moment-là, le jeu profite d'ailleurs pour nous introduire le système d'inventaire. Avec Léo, on tombe sur un mage et le professeur, mais grâce à leur magie, ils bloquent le passage pour nous rejoindre. Léo propose de nous remémorer des signes et le premier que l'on obtient dans le jeu est donc Hard, un signe télékinésique qui permet de repousser les ennemis et de se débarrasser des obstacles. Grâce à Hard, nous dégongeons donc les pierres qui bloquaient notre chemin et peu après, nous faisons face à notre premier choix. Partir avec Triss vers le laboratoire ou combattre l'épouvanteur avec Vézémir. Bon, j'ai choisi Triss et déjà on comprend que nos choix ont des conséquences car en allant avec Triss, je me bats pas du tout contre l'épouvanteur. Alors là c'est pas très important mais dans le jeu et dans la saga de manière générale, il y a parfois des pans de jeu que voilà, vous allez louper parce que vous avez fait tel ou tel choix. Dans le 2 d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est vraiment 2 chapitres différents. Mais on y reviendra. À partir de là, il y a 2 façons de terminer ce prologue.
Nous allons ensuite affronter un des mages, Savola, qui est le premier véritable boss du jeu. Une fois battu, nous rejoignons Triss, mais elle s'est malheureusement fait avoir par l'autre mage. Nous nous rendons au laboratoire, mais les voleurs ont déjà mis la main sur ce qu'ils cherchaient. L'un des antagonistes parvient à s'échapper, et Léo est tué par le professeur. Nous expliquons tout à Vézémir, qui nous invite à méditer pour reprendre des forces. Triss est affaiblie, elle nécessite que nous récoltions des ingrédients pour la remettre sur pied. Cela nous permet de nous familiariser avec l'alchimie, un système essentiel dans le jeu et dans la saga de manière générale. Et après avoir préparé cet élixir, nous l'administrons à Triss, elle se sent mieux, et après avoir passé la nuit avec elle, nous découvrons l'un des aspects préférés des mâles alpha du jeu, le système de conquête féminine, on en reparlera. Après avoir rendu hommage à Léo, nos protagonistes décident de se séparer pour être plus efficaces. Gérald prend alors seul la route vers le sud, en direction de Vizima, afin de rencontrer le roi Foltest, et ainsi se termine le prologue / tutoriel qui nous a permis de nous familiariser avec les principaux systèmes du jeu. Si le joueur a été complètement guidé durant ce prologue, le jeu décide entre guillemets de nous lâcher dans le monde dès le premier acte, et je vous propose donc d'approfondir davantage le contenu et les systèmes de jeu. Le jeu est structuré, divisé en plusieurs actes, chacun ayant son propre ensemble de quêtes et d'environnements. Comme pour les romans, je ne vais pas vous spoiler, mais en continuant cette rétrospective, vous en apprendrez peut-être plus que vous ne le souhaiteriez. Enfin voilà, je vous dis pas tout, évidemment que je vais forcément vous spoiler quelques trucs, mais je vous laisse quand même le gros de la surprise. Le premier acte se déroule dans les faubourgs de Vizima, où Gérald rencontre plusieurs personnages clés comme Shani. Il commence à explorer le monde tout en suivant les premières quêtes qui l'introduisent aux tensions politiques et aux mystères qui l'entourent. L'objectif de cet acte est d'obtenir un sauf-conduit pour entrer dans Vizima même et retrouver les membres de la Salamandre. Pour cela, on doit aider les habitants du coin, notamment le révérend et ses connaissances. Le révérend nous demande d'affronter une bête, j'ai même envie de dire la bête, un chien spectral plus puissant que la plupart des créatures des environs, considéré comme une malédiction. Lui et les villageois accusent une sorcière, mais il s'avère finalement que la créature est plutôt liée au péché des villageois, notamment à un viol. À la fin de l'acte, vous devrez prendre votre premier grand choix avec des conséquences, aider les villageois ou la sorcière. En réalité, je vous avoue que ce premier acte, ça apporte pas tellement grand-chose à l'intrigue principale, bien qu'il introduise Shani, donc l'une des deux femmes avec lesquelles Gérald peut avoir une romance dans le jeu, et Alvin, ou Alvin, un jeune, mais je crois qu'ils disent Alvin en VF, un jeune garçon au pouvoir particulier dont l'importance ne cessera de grandir. Nous en reparlerons car il est au centre de l'une des théories les plus importantes du jeu, même si cela n'est jamais explicitement dit. Vous savez que les amateurs de lore adorent ce genre de théorie. Dans le deuxième acte, Gérald est emprisonné à Vizima, mais relâché pour enquêter sur une série de meurtres liés aux tensions entre humains et non-humains. C'est probablement l'acte le plus long du jeu. En parallèle, il découvre que la salamandre continue d'agir dans l'ombre. L'acte d'après le conduit dans le quartier commerçant de Vizima, où il découvre que des membres influents de la société sont impliqués dans le trafic de mutagènes, renforçant ainsi l'influence de la salamandre. Dans l'acte d'après, Gérald se rend au village, là je l'ai en anglais, de Murky Waters, où il affronte des créatures mystiques et fait face à des dilemmes personnels tout en poursuivant ses ennemis. C'est le fameux chapitre 4 dont je vous parlais, qui est presque une parenthèse, je trouve. L'acte 5 voit Vizima sombrer dans une guerre civile entre l'ordre de la Rose Ardente et les Scoia'tael, exacerbée par la salamandre. Gérald doit donc choisir son camp et affronter ses ennemis. Le jeu se termine par un affrontement final avec, attention, spoil, préparez-vous, barrez-vous, ou bien sautez un petit peu, avancez. Hazard, Javed et Jacques de Aldersberg, le maître de l'ordre, révélant que la salamandre servait un plan apocalyptique. Après avoir vaincu ses adversaires,
Gérald sauve le roi Foltest d'un mystérieux assassin, ce qui laisse présager très clairement une suite développée dans le deuxième opus. Et c'est dans ce dernier chapitre que beaucoup de vos choix auront un impact majeur. Je vous encourage donc à aller jusqu'au bout, parce que c'est une grande partie du plaisir passera par là. Le jeu bénéficie, vous vous en doutez, d'une excellente rejouabilité, même si sincèrement, de nos jours, je suis pas sûr que beaucoup de gens après l'avoir terminé se disent ouais, je vais tout refaire, comme ça je vais faire des choix différents. Je sais pas, peut-être ça existe, hein, mais j'avoue que c'est pas ce que j'ai fait. Mais je comprends par contre qui donne envie de le refaire. On en reparlera aussi. La théorie mentionnée, là encore une fois, barrez-vous peut-être si vous voulez pas du tout être spoilé ou avancer un petit peu la vidéo. La théorie mentionnée plus tôt affirme qu'Alvin et Jacques de Aldersberg sont en réalité la même personne à des moments différents. Donc le grand méchant qu'on péta à la fin, qui traficotait tout ça avec la salamandre, l'ordre, etc., les scoia'tael, et le petit garçon voilà, qui est sauvé au début du jeu. Et plusieurs indices soutiennent cette hypothèse, bien que le jeu ne le dise jamais clairement. Voilà, il y a quand même leur capacité magique, leur vision du froid blanc, leur obsession de sauver l'humanité à tout prix, même si bon, quand il est tout petit, Alvin, c'est un peu différent, mais on sent que ça peut mener à ça, quoi. Hein. C'est-à-dire que les événements vécus par Alvin peuvent mener effectivement à un Jacques de Aldersberg. Il y a même un peu des petits indices, mais tu sais pas trop si c'est des bugs, tu sais, à la toute fin du jeu, tu vois Alvin, plus haut, il y a Jacques, et t'as l'impression que l'ombre d'Alvin, c'est celle de Jacques, enfin, c'est très étrange. Et voilà, c'est la théorie de ce jeu. Je pense que beaucoup sont convaincus que c'est la même personne. Et pourquoi pas, on est dans un monde fantasy, magique, donc c'est possible. Mais c'est pas dit clairement. C'est pas dit clairement. Bien que Geralt soit un personnage prédéfini, ses compétences évoluent au fil du jeu. Il gagne des talents de bronze, d'argent et d'or, utilisés pour améliorer 4 attributs principaux, la force, la dextérité, l'endurance et l'intelligence. Il va devoir maîtriser 5 signes, Hard qu'on a au prologue, Igni, Quen, Harden, Ixi, ainsi que 3 styles de combat, puissant, rapide et de groupe. Ces améliorations permettent de personnaliser le style de combat du joueur tout en restant fidèle au personnage de Geralt. Et je vous le disais, voilà, le jeu il intègre tout de même des tutoriels et ces didacticiels ont l'avantage de guider les nouveaux joueurs à travers les mécaniques essentielles. On l'a vu, les combats, l'alchimie, la gestion des quêtes, afin qu'ils se familiarisent rapidement avec l'univers quand même riche du jeu. Le journal également joue un rôle crucial dans la gestion des quêtes et des informations. Il compile toutes les découvertes de Geralt, qu'il s'agisse de formules alchimiques, de faiblesses de monstres ou d'informations sur les persos et lieux rencontrés. Le journal est organisé pour faciliter le suivi des quêtes avec des marqueurs sur la carte pour localiser les objectifs. Cette fonctionnalité aide à clarifier les nombreuses quêtes complexes et narratives du jeu en s'assurant que le joueur ne se perde pas dans l'histoire. Il faut également tenir compte du cycle jour-nuit, car certains ennemis n'apparaissent qu'à certains moments et certaines quêtes ne peuvent être accomplies qu'à des moments spécifiques. Voilà, je pense que ça vous donne déjà une très très bonne idée de la structure du jeu, de comment est-ce qu'on va faire, enfin qu'est-ce qu'il y a à améliorer chez Geralt, et on va gentiment passer à la musique. Ah bah la musique, il faut en parler, hein, c'est clairement un des points forts, très forts du jeu, parce que si l'immersion est autant réussie, c'est en partie grâce à elle, et pour le dire simplement, elle est plutôt formidable. Enfin en tout cas moi j'aime bien, voilà, ça me parle, et globalement la musique dans ces 3 jeux, elle pète sa mère si je puis me permettre. Elle est composée principalement par Mikołaj Stroiński et Adam Skorupa. La bande originale se caractérise par une fusion d'influences folkloriques, médiévales et orchestrales qui reflètent plutôt bien l'univers riche et varié de la saga. Les compositions sont souvent marquées par des mélodies poignantes et mélancoliques, accentuant les thèmes sombres et matures du jeu. Les morceaux instrumentaux créent une ambiance qui varie selon les lieux, qu'il s'agisse des vastes plaines de la région de Kaedwen ou des sombres ruelles de la ville de Vizima. Et elle souligne les émotions des personnages ainsi que les enjeux des quêtes, renforçant ainsi l'impact narratif. La BO utilise une variété d'instruments tels que des violons, des flûtes, des luttes et des percussions.
souvent en s'inspirant de sonorités de la musique folklorique d'Europe de l'Est. Ça donne au jeu une petite identité sonore distincte, rappelant les légendes et les contes populaires. Les chants et les chœurs ajoutent également une dimension épique et immersive à certaines scènes, notamment lors des combats ou des moments clés de l'histoire. Plusieurs morceaux sont d'ailleurs devenus emblématiques dans le milieu, renforçant l'attachement des joueurs à l'univers de Geralt de Rive. Bien que, c'est vrai que depuis Witcher 3, je veux dire souvent quand tu écoutes une BO d'un des trois jeux, c'est plutôt celle-là, parce qu'elles sont vraiment peut-être encore plus exceptionnelles, mais bon là c'est les goûts et les couleurs. Mais bon, en bref, la musique de The Witcher est bien plus qu'un simple accompagnement. Elle est intégrée à la narration et à l'exploration, elle joue un rôle clé dans la création d'une expérience immersive et mémorable. L'un des systèmes, si ce n'est le système le plus important de ce premier jeu, c'est la gestion des choix et des conséquences. Contrairement à de nombreux RPG où les résultats des décisions sont, pour ainsi dire, immédiatement visibles, The Witcher adopte une approche un peu plus subtile, tempérée, où les conséquences des choix de Geralt ne deviennent souvent apparentes qu'après plusieurs heures de jeu, bien qu'évidemment une partie des résultats soit visible immédiatement. Mais tu sais que pour certains, c'est plus tard que ça va se régler. Ce mécanisme empêche d'ailleurs le joueur d'adopter une approche un peu sauvegardée, rechargée pour obtenir le meilleur résultat et favorise une réflexion peut-être plus approfondie et personnelle lors de chaque décision. Coucou Baldur's Gate 3. De plus, les choix ne se limitent pas à une simple dichotomie morale, mais forcent souvent le joueur à choisir entre deux mots, reflétant ainsi la complexité éthique de l'univers du sorceleur. Ce premier jeu introduit parfaitement, selon moi, cette complexité morale en plaçant Geralt au centre d'un monde en proie à des conflits politiques et sociaux, tout en lui faisant face à des décisions qui remettent en question les notions de bien et de mal. Dès le début, le joueur est confronté, donc je vous le disais, à un choix, aider ou non une sorcière accusée de crime. La vérité est que peu importe ce que vous allez choisir, la situation ne sera pas vraiment résolue de manière satisfaisante, en tout cas totalement satisfaisante. Il faut accepter que dans cet univers, et j'ai envie de dire très souvent dans la vie en général, les conséquences de nos actions peuvent toujours causer du tort à quelqu'un, même si ce n'est pas à tout le monde. L'arc narratif autour de l'Ordre de la Rose Ardente et des Scoia'tael est aussi emblématique des dilemmes moraux du jeu. Aucune des deux factions en réalité n'est irréprochable. Les Scoia'tael qui se battent pour la liberté des non-humains se livrent parfois à des actes de terreur, tandis que l'Ordre, malgré ses prétentions de justice et de protection des innocents, est aussi corrompu et oppressif finalement. Dans cet environnement, le joueur doit choisir entre des mots d'intensité variable, chaque décision influençant le cours de l'histoire. Et comme je vous le disais, le pinacle de tout cela advient réellement au chapitre 5. En tout cas, cette idée du moindre mal, ça se retrouve absolument partout. En parallèle, l'alchimie dans The Witcher elle-même joue un petit peu un rôle dans cette complexité morale. En tout cas, elle la représente également. Le fait que l'utilisation excessive de potions puisse empoisonner Geralt est une métaphore plus ou moins subtile de la manière dont la puissance et le pouvoir viennent toujours avec un coup. Donc ça reflète également la fragilité de la condition humaine, même chez un mutant badass comme Geralt. Et si cette complexité morale plutôt bien maîtrisée est un des éléments essentiels qui font que le jeu est facilement qualifié d'univers mature, il lui arrive aussi d'être un peu maladroit ou de faire preuve d'un contraste, diront certains et certaines, trop marqué. Voilà un petit exemple de ce contraste. Au début du premier acte, on aperçoit un enfant perdant sa mère sous ses yeux, et même pas 5 minutes après, Geralt peut draguer une femme qui d'ailleurs, en tout cas dans mon cas, le refoule. Cependant, un peu plus tard, je la sauve des bandits, l'escorte et hop hop hop, on a rendez-vous avec une bonne bouteille de Toussaint au moulin, et voilà, on n'a pas que regarder la lune. Ce contraste, plus ou moins réussi, joue parfois pour ou contre l'immersion. Ça dépend des gens, ça dépend des moments. Mais ça va être propre peut-être à l'aventure de chacun. On peut regretter d'ailleurs que le jeu ne propose pas un véritable jeu dans le jeu, comme le fait le troisième opus avec le Gwent.
Ici, il y a vraiment qu'un morne jeu de dés, hein. C'est pas dingo. Les joueurs parient des pièces d'or sur les résultats de chaque partie. On lance un certain nombre de dés et le but est d'obtenir la meilleure combinaison possible. Les combinaisons peuvent varier en fonction des règles spécifiques à chaque partie, mais en général, faut essayer de faire des ensembles de dés comme des paires ou des suites. Il y a un petit côté poker. Participer à des parties de dés peut également mener à des récompenses, notamment des gains en or ou d'autres objets. Et alors, je me suis pas amusé à faire toutes les parties de dés, donc je suis forcément passé à côté de quelque chose. Je vais pas cracher non plus sur cet aspect-là, car finalement, ça a le mérite d'exister, mais franchement, selon moi, il faut pas vous sentir obligé d'y jouer et d'approfondir la chose. C'est pas très 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 intéressant, ça apporte pas tellement de contenu à l'aventure, mais bon, encore une fois, comme je suis pas allé à fond, ça se trouve, je suis passé totalement à côté d'un truc, mais bon. Il y a quand même beaucoup de chance et voilà, c'est pas vraiment un jeu que l'on peut maîtriser comme le Gwent. Et d'ailleurs, quelle transition de ouf, en parlant de maîtrise, eh ben parlons justement des différents systèmes de gameplay, parce que si jouer aux jeux vidéo c'est aussi bien, c'est parce que ça dépend un petit peu de nous et de notre skill et de nos choix pendant que nous jouons. Le système de combat du jeu se distingue par ses 3 styles, rapide, puissant et de groupe. Chaque style est adapté à une situation spécifique. Le style rapide est efficace contre des ennemis agiles, le style puissant inflige de lourds dégâts aux adversaires plus lents, tandis que le style de groupe est idéal lorsque Geralt se trouve entouré d'ennemis. Le système d'équipement est relativement simple mais cohérent avec l'univers de la saga. Geralt s'appuie principalement sur 2 types d'armes emblématiques, l'épée d'acier et l'épée d'argent évidemment. L'épée d'acier est son arme principale contre les ennemis humains et les créatures non magiques. L'épée d'argent, quant à elle, est réservée au combat contre les monstres et créatures surnaturelles, une tradition bien ancrée dans l'ordre des sorceleurs. Les épées peuvent être améliorées avec des runes ou des pierres pour augmenter leurs dégâts, ou ajouter des effets supplémentaires comme l'empoisonnement ou l'incendie. En plus de ces 2 épées, Geralt peut manier des armes secondaires comme des dagues, des haches ou des armes à 2 mains, mais celles-ci sont moins efficaces que ses armes principales. Pour être franc, je m'en suis pas tellement servi. Elles peuvent cependant offrir un certain avantage dans des situations très spécifiques. Outre les armes, le sorceleur peut également utiliser des objets de jet comme des bombes, utiles notamment pour infliger des dégâts de zone ou neutraliser des groupes d'ennemis. Geralt dispose également d'une armure qui joue un rôle crucial dans sa survie. L'armure de base peut être remplacée par de meilleures variantes au fur et à mesure de la progression dans le jeu, offrant plus de protection contre les coups physiques ou magiques. Toutefois, contrairement aux jeux ultérieurs, le premier Witcher propose un choix très limité en matière d'armure, celle-ci étant davantage centrée sur la résistance et l'absorption des dégâts. En termes d'accessoires, Geralt peut porter 2 anneaux, souvent offerts ou trouvés au fil de l'aventure. Ceux-ci peuvent avoir une valeur purement esthétique ou symbolique, mais certains offrent des bonus mineurs comme une amélioration de la résistance ou de la régénération. Parfois, ils servent également de passe-droit. Par exemple, lors du premier acte, le révérend donne un anneau qui permettra aux villageois de lui faire confiance. Notre loup blanc peut également équiper des talismans qui ajoutent des effets spécifiques, tels qu'une protection contre certains types de monstres. En somme, bien que le système d'équipement de The Witcher soit plus basique par rapport au RPG moderne, il reflète bien le style de vie et les besoins d'un sorceleur. Le jeu met surtout l'accent sur le bon usage des épées et des potions, plutôt que sur la collecte massive de butin ou une personnalisation détaillée. L'ensemble s'inscrit dans une logique de simplicité, adaptée aux mécanismes de jeu et à l'ambiance immersive du titre. Parce que bon, il faut le dire, dans les romans, il n'est pas en train de changer tous les 2-3 monstres d'armure parce qu'il en trouve une meilleure, Geralt. Donc moi je trouve ça plutôt cohérent, ça m'a absolument pas dérangé, et au moins on passe pas notre vie à toujours comparer nos différents loots. C'est vraiment pas, on n'est pas dans du hack and slash. Le médaillon, en forme de tête de loup, emblématique de la licence et de l'école du loup, situé en haut à gauche de l'interface, est un outil aussi important pour Geralt. C'est un symbole des sorceleurs et un artefact magique qui lui permet de détecter la magie et les dangers environnants. Il vibre ou s'illumine lorsque Geralt se trouve près d'ennemis, de créatures hostiles ou de sources magiques comme des artefacts, des pièges ou des portails. Le joueur peut ainsi utiliser le médaillon pour repérer des menaces cachées
ou des éléments interactifs dans l'environnement, ce qui en fait un outil précieux pour l'exploration et les combats. En dehors des combats, le médaillon sert également à identifier des zones magiques ou des objets clés nécessaires pour progresser dans certaines quêtes. Il est donc à la fois un détecteur de danger et un guide pour trouver des objets importants liés à la magie dans l'univers du jeu. Voilà, ça sera ça aussi encore une fois, cette espèce de vision ultime du sorceleur, elle n'apparaît réellement que dans le deuxième épisode. Et notre héros, je vous le disais, déjà utilise 5 signes magiques qui sont des sortilèges simples mais très efficaces qu'il maîtrise grâce à son entraînement de sorceleur. Ces signes sont indispensables tant en combat qu'en dehors, offrant des solutions à des situations variées et permettant à Gérald de s'adapter à son environnement. On ne les débloque d'ailleurs pas tous dès le départ, c'est au fil de notre aventure qu'on les acquiert, et je me demande, est-ce qu'on peut finir le jeu en passant à côté de certains signes? Moi, parfois j'ai eu l'impression que oui, mais voilà, j'en suis pas sûr. Le premier signe d'ailleurs, Hard, qu'on reçoit dès le prologue, est une onde de choc télékinétique qui projette pour repousser ou étourdir ses ennemis. En combat, il permet de briser les lignes adverses, d'envoyer des ennemis valser ou même de les assommer temporairement, créant ainsi des ouvertures pour des attaques décisives. En dehors des affrontements, Hard est utilisé pour détruire des obstacles tels que des murs fragiles, des caisses ou des portes, facilitant l'accès à des zones bloquées. Il y a également Igni, un signe qui invoque une puissante flamme que Gérald projette vers ses adversaires. Il inflige des dégâts immédiats et peut enflammer les ennemis, causant des brûlures qui les affaiblissent sur la durée. Hors combat, Igni peut servir à allumer des feux de camp ou brûler des objets spécifiques dans l'environnement, comme des toiles d'araignée ou des barricades inflammables. Le troisième signe, Irden, permet à Gérald de poser un piège magique au sol. Lorsqu'un ennemi marche dessus, il est paralysé ou blessé, ce qui permet à notre héros, à notre loup blanc, de le neutraliser temporairement ou de prendre un avantage stratégique en combat. Il est assez utile notamment contre les ennemis très rapides ou si vous en avez en grand nombre qui vous attaquent, voilà, pour en bloquer quelques-uns. Quen, quant à lui, est un bouclier protecteur que Gérald peut activer pour absorber les dégâts subis pendant une courte durée. C'est un signe assez essentiel lorsque Gérald se trouve en infériorité numérique ou face à des ennemis puissants, lui offrant une protection temporaire pour survivre aux assauts les plus violents. Je pense notamment, alors je le trouve un peu moins utile que dans Witcher 3, mais dans Witcher 3, je passais ma vie à faire du Quen, quoi. Parce que ça permettait de prendre un coup sans subir de dégâts, et ça peut être essentiel. Enfin, Axii permet à Gérald de manipuler l'esprit d'un adversaire, le rendant temporairement allié ou neutralisé. En combat, il permet de retourner un ennemi contre ses propres alliés, réduisant ainsi la pression exercée sur Gérald et pouvant potentiellement inverser la dynamique du combat. Et en dehors des affrontements, on peut également l'utiliser pour tenter d'influencer des personnages et obtenir des informations ou des résultats favorables. Ces 5 signes constituent donc une part essentielle de l'arsenal d'un sorceleur de manière générale, lui offrant une grande polyvalence et la capacité de surmonter des situations aussi bien physiques que magiques. Ils renforcent non seulement ses compétences de combat, mais lui permettent également d'interagir avec le monde qui l'entoure de manière unique. C'est pas non plus quelque chose qu'on voyait souvent. Ces signes donnent plus de profondeur au combat et permettent aussi d'interagir avec une partie de l'environnement. C'est vraiment bienvenu. Voilà, donc taper et balancer des sorts, c'est bien, mais entre deux combats, un mortel, même s'il est badass comme un sorceleur, doit se reposer, manger et surtout méditer. Car la méditation est un élément clé de la routine d'un sorceleur. Il permet ici à Gérald de récupérer physiquement et de se préparer stratégiquement pour ses futures batailles. Lorsqu'il médite, plusieurs actions importantes peuvent être réalisées. Et évidemment, la régénération, qui permet de restaurer la santé et l'endurance, de ressources qui s'épuisent rapidement au combat ou lors de l'exploration. C'est un moyen pratique d'éviter de consommer des potions coûteuses ou difficiles à brasser. Il y a ensuite l'alchimie. Durant ces sessions de méditation, Gérald a la possibilité de brasser des potions, des bombes et des huiles, des concoctions en tout genre préparées à partir d'ingrédients collectés qui lui confèrent des avantages significatifs. Ces élixirs peuvent améliorer ses capacités physiques, renforcer ses armes ou lui permettre par exemple de voir dans l'obscurité. Et l'obscurité dans Witcher 1, c'est vraiment l'obscurité. T'as beau augmenter la luminosité dans les paramètres, il fait noir, quoi.
De plus, la méditation est l'occasion pour le joueur d'assigner des points de talent à Geralt qu'il gagne au fil de ses combats et quêtes. Ces points permettent d'améliorer ses compétences en combat, sa maîtrise des signes ou encore ses capacités physiques de manière générale. Ainsi, le système de méditation reflète la méthodologie d'un sorceleur où chaque moment de répit est utilisé pour se renforcer, anticiper les dangers et affiner ses techniques. Passons maintenant au système d'inventaire qui se distingue par sa limitation. Contrairement à d'autres RPG où les joueurs peuvent accumuler une grande quantité d'équipements et d'objets, Geralt dispose d'un espace relativement limité dans son sac, divisé en plusieurs sections. Un sac principal pour les objets du quotidien, un sac d'alchimiste pour les ingrédients et un emplacement pour un seul trophée à la fois, c'est en général une tête de monstre. Cette organisation impose au joueur de gérer attentivement son inventaire et de prioriser ce qu'il emporte avec lui, créant ainsi une contrainte plus ou moins réaliste qui, selon certains, va ajouter un cachet à l'immersion. Bon, moi, perso, j'ai toujours trouvé ça pénible, mais au moins, contrairement à d'autres jeux, notamment dans le deuxième, si je dis pas de bêtises, lorsque notre inventaire est au plein, et il sera plein par moment, il n'y a pas de malus de déplacement. J'ai envie de dire, c'est déjà ça de prix. Après, c'est sûr, si tu veux ramasser autre chose, va falloir se débarrasser ou revendre. L'alchimie joue un rôle plus que central dans le jeu, en particulier, je vous l'ai dit, au niveau de difficulté les plus élevés. Geralt peut préparer des potions, des huiles et des bombes à partir des différents ingrédients. On va pouvoir l'améliorer et se préparer au combat. Néanmoins, la consommation de potions augmente également la toxicité dans le corps de Geralt et un usage excessif peut même entraîner sa mort, ce qui oblige le joueur à gérer avec prudence l'utilisation des élixirs. C'est un système qui encourage une gestion proactive des ressources, renforçant l'importance de l'alchimie pour survivre dans les combats les plus difficiles. Et vraiment, si vous jouez en mode difficile, vous n'aurez pas le choix en fait. L'alchimie, il faudra absolument maîtriser, donc obtenir tout ce qu'il y a autour, la possibilité de faire le savoir pour faire telle ou telle potion, trouver les bons ingrédients. Maintenant, en mode facile, encore une fois, c'est optionnel. Donc si vous ne vous sentez pas trop, n'hésitez pas à vous mettre en mode facile, mais en même temps, l'alchimie, c'est vraiment un des points forts du jeu, selon moi. Et puisque notre loup blanc est un mâle alpha absolument magnifique, avec des gros biscottos et qui a un putain de mojo, eh bien il y a le système de cartes de conquête féminine qui existe dans le jeu, qui a un aspect, disons-le, plutôt controversé, qui concerne les interactions de Geralt avec certains personnages féminins. En général, quand c'est jeune et frais, ça intéresse Geralt. Voilà. C'est sûr que la vieille mémère là, qui demande 2-3 sous dans les rues sales de Vizima, non, moins. Mais du moment que tu es jeune et belle, Geralt risque de s'intéresser à toi. C'est en fait un mécanisme qui va récompenser les rencontres intimes du personnage. Donc Geralt par l'obtention de cartes illustrées représentant de manière stylisée ses conquêtes. Lorsqu'une rencontre intime a lieu, on reçoit une carte unique illustrant la femme en question. Voilà, il y a tout l'aspect collectionnique. Chacune de ces cartes présente un portrait artistique de l'amante de Geralt, souvent dans une position, disons-le, suggestive. Cependant, c'est vraiment un système qui a suscité de nombreuses critiques, notamment à cause de son objectification des personnages féminins, réduisant des rencontres à une simple collection de trophées visuels. Voilà. Et dans les versions internationales, il y a même certaines cartes qui ont été censurées, c'est pour vous dire, pour correspondre davantage à des normes locales, notamment en Amérique du Nord. Malgré ces critiques, ce mécanisme, il faut le dire, fait partie intégrante du premier jeu et reflète à sa manière, certes, très maladroite, voire insultante, l'ambiguïté morale de l'univers de The Witcher, où les relations de Geralt sont souvent teintées de complexité et de pragmatisme, tout en étant perçues sous un angle parfois, ma foi, discutable. Pour ma part, j'ai tenté de prendre ce système comme une blague au 8e degré au moins, mais je peux tout à fait comprendre que certaines représentantes de la gente féminine n'apprécient pas spécialement. Il faut avouer que ce système ne contribue pas vraiment à l'immersion, car, sauf exception, il ne développe pas la profondeur narrative ou émotionnelle de ces femmes trophées, et encore moins de Geralt.
Au moins, j'avoue qu'elles sont plutôt jolies, hein. Je parle des cartes au niveau de l'ADA, donc ouais, c'est discutable, mais pourquoi pas. Heureusement, le jeu se veut quand même moins beauf lorsqu'il s'agit d'amour, pour ainsi dire sincère, puisqu'il nous propose de développer deux relations, celle avec Triss et celle avec Shani. Chacune de ces relations offre une dynamique unique et influence le développement narratif du jeu, permettant aux joueurs de façonner le destin de Geralt selon ses choix d'amour. La relation avec Triss Merigold, une sorcière et alliée de Geralt dont on a déjà parlé, qui est un personnage assez central dans la saga. Bah voilà, si tu favorises Triss, eh bien tu vas avoir d'autres situations avec Triss, d'autres conversations avec Triss que tu n'aurais pas si tu avais favorisé l'autre. Donc Shani, hein, qui est peut-être une relation un peu plus terre à terre, plus amicale, quelque chose axé sur des petits moments de complicité pardon, plus légers. Euh, donc voilà, là encore une fois, si on montre plutôt de l'intérêt pour Shani, on va aller dans une autre direction et bah, ça va influencer, oui, clairement, des quêtes et des dialogues. Donc il faut être attentif à ces interactions si on est plutôt intéressé par l'une ou par l'autre. Et après avoir bien plongé dans le jeu et ses systèmes, hein, je crois que j'ai plus ou moins tout abordé, ou en tout cas tout ce qui était très important. Et oui, il est temps de conclure pour ce premier jeu. The Witcher, premier du nom, comme beaucoup, est un jeu qui m'a avant tout marqué grâce à son immersion. Dès les premières minutes, on sent que les auteurs maîtrisent leur univers et le présentent avec une véritable personnalité. L'écriture y est de qualité, offrant une aventure riche et engageante où chaque quête principale, voire un certain nombre de quêtes secondaires, a sa place dans un monde où les thèmes abordés sont matures, nuancés et rarement, voire jamais réduits à de simples choix binaires. Cet aspect renforce l'impression que le jeu ne se contente pas d'être un simple assemblage de mécaniques ou d'idées, mais qu'il forme un tout cohérent, une œuvre où la somme dépasse ses composants. C'est véritablement un jeu très dense, car les zones à parcourir ne sont en soi pas immenses, mais il y a tant de choses à faire. Alors pas à la manière de jeux Ubisoft, je vous rassure, c'est beaucoup plus organique et crédible, et voilà, ça reste toujours plus ou moins proche de l'essentiel. Il y a une durée de vie vraiment conséquente, hein. Je dirais entre 40 et 50 heures pour la quête principale, selon votre vitesse de progression, voire 60, hein, si vous galérez un peu comme moi. Après, voilà, si vous rajoutez les quêtes secondaires, vous pouvez encore augmenter. Après, je vous rassure, toutes les quêtes secondaires sont pas intéressantes à faire. En plus, on n'a pas non plus 10 000 au mètre carré. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas à trier par-ci par-là. Et si vous voyez que ça vous intéresse vraiment pas, ne vous forcez pas. Les quêtes secondaires sont vraiment secondaires. Et il y en a même certaines, parmi les principales, hein, qui mériteraient, ouais, je sais pas, un autre développement ou plus d'informations. Moi, je pense notamment à cette quête de l'enfer où il faut réunir les 10 séphiros dans le chapitre 2 là, pour entrer dans une tour. Oh mais quel enfer! C'est un enfer à faire sans Solus, et même avec une Solus, c'est chiant, quoi. À quel moment ils se sont dit: «Oui, bon, bah, on va demander aux mecs de parcourir un peu tout le coin», et tu peux les obtenir un peu n'importe comment, hein. Ça peut être en faisant des offrandes de thunes quand on est dans tel et tel. Tu dois faire plein d'allers-retours, tu des moments d'errance, ouais, ça c'est ce que j'appelle des quêtes de l'enfer. Heureusement, il y en a pas plein, et je pense que la pire, c'est clairement celle où il faut réunir ces 10 putains de séphiros, quoi, c'est des pierres en gros. L'un des éléments marquants, mine de rien, dans ce monde de Dark Fantasy, bah, ça le contraste, bah, c'est l'humour. Alors parfois involontaire, que l'on retrouve dans les doublages souvent exagérés, et ainsi que le fameux système de cartes. Mais parfois, non, il a vraiment un peu ce petit côté cynique, ironique, Geralt. Ça ajoute une petite touche, je trouve, unique et parfois décalée, renforçant le charme du jeu et encore une fois participant à son contraste. Cependant, bon, vous l'aurez compris tout au long de cette rétrospective, l'expérience n'est pas sans défaut, loin de là. Le système de combat, bien que créatif, mêlant des éléments de hack and slash, de point and click et d'action, peut ne pas convenir à tout le monde. C'est original, mais je sais pas, moi je trouve ça un peu maladroit, peu intuitif. En plus, il y a une certaine instabilité technique du jeu, avec ses temps de chargement relativement longs et ses bugs occasionnels qui peuvent gêner l'immersion et l'aventure.
Quant à la qualité des doublages, elle est inégale, alternant entre de bonnes performances et de moments où ça frôle le nanar. Mais bon, je vous rassure, Gérald, en tout cas en français, parce que c'est vraiment en français que j'ai joué, fait vraiment le job, hein. Ça m'étonne pas que Gilles Morvan soit resté le doubleur officiel de Gérald dans tous les jeux. Quoi qu'il en soit, The Witcher reste un titre marquant, porté par une écriture solide et un univers fascinant. Sa capacité de permettre de sauvegarder n'importe où est un plus qui ne doit pas être négligé, parce que là aussi ça offre une certaine flexibilité. Voilà, et puis je vous conseille, si vous sentez là que vous allez tomber sur un sale ennemi, petite sauvegarde avant. Il y a des sauvegardes automatiques, donc ça devrait aller, mais voilà, n'hésitez pas à sauvegarder manuellement. C'est un jeu donc qui n'est pas parfait, mais qui regorge de bonnes idées, ce qui en fait, quoi qu'il en soit, un bon jeu qui transpire la passion. J'ai même envie de dire qu'il possède une identité propre, bien que celle-ci soit très inspirée des aventures livresques de Geralt. C'est un jeu avec du goût, il est savoureux. Malheureusement, il reste vraiment beaucoup de choses à améliorer, que ce soit les différents mouvements de Geralt, puisque moi je le trouve un peu limité, il sait pas sauter, il sait pas nager, il y a pas mal j'allais dire de murs blancs, mais de murs invisibles, parce qu'il peut pas escalader des barrières, descendre un niveau sans passer par des escaliers. Ouais, c'est très dommage ça, il y a pas vraiment de flexibilité au niveau des déplacements. Les combats à main nue, c'est d'une répétitivité, d'une mollesse folle. Et certains combats, de manière générale, sont illisibles, hein. Je veux dire, quand tu as eu plein d'ennemis, que tu dois gérer ta caméra, ton personnage qui tu attaques, tes enchaînements, tes potions, tes signes, machin, c'est vite le bordel, c'est vite illisible. Aussi, de nombreux PNJ ont exactement la même tête et la même voix, et parfois ils sont même pas très éloignés, hein. C'est vraiment, tu fais 8 pas et puis t'as le même mec, quoi, un peu plus loin. Bon, bah voilà, non, c'est pas que dans Cyberpunk qu'on a vu ça. On peut aussi débarquer chez les gens, les voler, les réveiller en pleine nuit, méditer chez eux, et puis bah, le pauvre bougre, il se fâche même pas. Il ne le relève même pas. Oh, sauf exception. J'ai souvenir que ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie promener quand j'essaie de réveiller un gars au milieu de la nuit. Mais sinon, en règle générale, ça fonctionne. Tous ces points viennent donc ternir l'immersion du jeu, mais rendent aussi parfois le tout pénible à jouer, favorisant des allers-retours loin d'être indispensables. Et croyez-moi, vous allez en faire des allers-retours qui viennent gonfler un peu artificiellement la durée de vie du titre, il faut le dire. Et non, en tout cas moi je suis pas tombé dessus, clairement, s'il n'y a pas de système de téléportation. Bah sinon, franchement, s'il existait, par exemple, si vous voulez te téléporter entre chaque feu de camp que tu avais trouvé ou cheminée, ah bah crois-moi que tu gagnerais du temps, hein, t'enlèves quelques heures dans le jeu. Pourtant, si vous avez l'abnégation d'aller jusqu'au bout, soit vous voudrez le relancer pour faire d'autres choix, bon, ça doit être une minorité, soit vous aurez au moins très envie de continuer l'aventure avec le deuxième opus. Et c'est dommage car les détails qui jouent en faveur de l'immersion sont tellement nombreux, comme par exemple la routine de certains personnages, que le moindre aspect qui va à l'encontre se ressent directement. Je me suis pas non plus encore étendu sur les tavernes qui sont de véritables lieux de vie. On peut évidemment y boire et se bourrer la gueule en compagnie des plus grands ivrognes de l'univers. On peut se battre, draguer, se reposer, accéder à un coffre de stockage, discuter pour glaner quelques bonus et informations. Jouer au dé, dénicher des nouvelles quêtes, acheter, vendre, gagner de l'or, bref, des sortes de hubs centraux dans le jeu. Voilà, c'est vraiment la taverne par excellence. Notez par contre que Gérald paye une chambre au tavernier pour se reposer, mais en règle générale, bon, en fait, il se pose à genoux, c'est dans un coin comme ça pour méditer, sans réellement se rendre dans une chambre. Bon, là encore, tu vois, c'est le genre de détail qui est négligé. Et ça vient affaiblir l'immersion. Et comment t'expliques que Gérald, il peut pas converser avec le tavernier sans faire le tour du bar? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Voilà, les visages des PNJ qui sont parfois gerbés. Et pourquoi aussi, attends, un autre truc très bizarre. Quand je tue un ennemi à l'épée, il se décompose comme si je l'avais plongé dans un bain d'acide. Bref, franchement, le jeu il est méga immersif sur plein de points. Et au global, finalement, ça fonctionne quand même. Mais tous ces détails, finalement, c'est presque dommage que ça vienne nous rappeler. Ce n'est qu'un jeu vidéo. Et c'est en plus un jeu vidéo qui, oui, il a été polish, mais ils auraient pu aller plus loin.
Si The Witcher, premier du nom, est encore loin d'être parfait et transpire le premier jeu passionné avant tout d'un studio, toute cette sueur que CD Projekt et son studio ont investie a quand même été payante. En effet, lors de ses premiers mois de commercialisation, le jeu s'est écoulé à plus de 600 000 exemplaires, pas dégueu, ce qui est plus qu'honorable, sachant que tout le monde n'avait pas encore de PC et que le jeu n'était pas dispo sur console. Console qui était vraiment mise à l'honneur avec des licences comme Mass Effect, Assassin's Creed, Elder Scrolls ou encore Uncharted, donc c'était plutôt une bonne période pour le JV. Et malgré cette concurrence rude, IGN et GameSpy lui ont décerné le titre de RPG de l'année. Donc franchement, ça ne déconne pas. Pour continuer à vendre toujours plus de jeux, je vous avais dit, il y a eu notamment l'Enhanced Edition, et a priori, le jeu aura au moins culminé jusqu'à 1,7 million de ventes, toutes versions confondues, donc chapeau bas, même si de nos jours, effectivement, ça paraît pas tant que ça. Grâce à l'édition Enhanced, je vous le disais, le studio corrige de nombreux bugs, retravaille et ajoute des animations, revoit le rythme de l'aventure et enregistre des dialogues, et propose un outil pour créer les scénarios. Mais surtout, cette Enhanced Edition est un coup de maître en matière de communication avec le public et d'image de marque, parce que oui, CD Projekt Red n'a pas fait les choses qu'à moitié et propose une édition physique avec des goodies allant de la carte au CD audio, mais surtout, les acheteurs initiaux peuvent mettre à jour leur version gratuitement. Et grâce à cette édition ultérieure, le jeu, donc je vous le disais, a pu dépasser le nombre de ventes espérées. Alors oui, je le redis encore une fois, c'est loin d'être parfait, mais oui, tout de même, je vous le recommande chaudement. Toutefois, si vous n'allez pas jusqu'au bout, je ne vais pas vous en vouloir, car malgré toutes ces qualités, le plaisir que j'ai eu à le découvrir, je le trouve tout de même relativement pénible à jouer par moments, que ce soit à cause des allers-retours, de ces détails qui vous sortent de l'immersion, des quelques bugs rencontrés ici et là, j'ai même eu le crash du jeu une fois, mais aussi de sa lenteur générale et de sa difficulté à certains moments. Ce fut très probablement un régal à sa sortie et j'arrive à le concevoir, mais aujourd'hui, le plaisir n'est plus le même. Surtout que beaucoup de joueurs et joueuses, comme moi, ont connu le 3e épisode avant de découvrir celui-ci. Forcément, ça fait la diff. Et soyons francs, sur de nombreux épisodes, le 3e le dernier écrase celui-ci, et je ne parle pas que de l'enrhumage. Et évidemment, il y a toujours des fans hardcore qui ne seront pas d'accord avec ça, et leur point de vue est tout à fait le bienvenu d'ailleurs. Mais bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de moments d'errance où je me suis forcé pour pouvoir aller en direction du 2e jeu et ensuite 3e épisode de la série, même si je l'ai déjà fait et refait. Petit point avant de finir sur les speedruns, avant d'arriver au bout de la rétrospective de ce premier jeu, les records de speedrun pour The Witcher se distinguent par plusieurs catégories assez communes dans le milieu, notamment le Any% où l'objectif est de terminer le jeu le plus rapidement possible, et le All Quest qui nécessite d'accomplir toutes les quêtes. Voilà, en date, donc j'ai vu en 2023, le record du Any% se situe autour de 1h40, avec des stratégies utilisant des glitches, donc chapeau, c'est que dalle. Tandis que pour le All Quest, il faut compter près de 10 heures, dingo également. Ces temps sont impressionnants, compte tenu de la richesse et de la complexité du jeu, mais montrent également la profondeur d'analyse que la communauté peut avoir. De toute façon, les speedrunners, c'est des dingos, j'utilise une 3e fois ce terme, vous êtes des fous. The Witcher a ouvert la voie à l'énorme succès de la franchise, permettant ainsi à CD Projekt Red d'explorer davantage l'univers de Geralt et de développer des suites, et particulièrement un The Witcher 2 Assassins of Kings qui améliorera, selon moi, l'énorme formule de son aîné.